Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir vous qui nous suivez de partout. Nous sommes très contents de vous recevoir, afin de vous présenter ce nouveau numéro de votre magazine Data Market où nous allons parler de l'entrepreneuriat féminin. Ce qui est vrai, 53% de la population congolaise est dominée ou représentée par la femme. Ainsi, quelle est la place de la femme dans le monde du travail? D'où notre sujet de ce soir, l'entrepreneuriat féminin. Pour en parler, je vous présente mon invité de ce soir. Bonsoir, Sylvie Kambaza. Bonsoir, M. Symphorien. Sylvie, vous êtes éducatrice civique ainsi qu'entrepreneur et professionnel. Ce soir, parler de l'entrepreneuriat féminin, qu'est-ce que cela vous évoque à l'esprit? Merci beaucoup, M. Symphorien, pour l'invitation. Ce soir, je suis très heureuse de parler de l'entrepreneuriat féminin parce que c'est un secteur qui a été laissé à son compte. Donc, actuellement, on voit le taux de chômage très élevé. L'argent octroyé aux fonctionnaires de l'État ne suffit pas. Donc, les pouvoirs d'achat du peuple du Congolais a grandement baissé. Et c'est la femme qui est aujourd'hui celle qui épaule son mari, celle qui épaule ses enfants, celle qui épaule cette économie longtemps oubliée. Et donc, je suis très contente de parler de cette femme qui contribue effectivement au développement du Congo. Et pour moi, c'est vraiment une fierté de pouvoir ressortir cet aspect-là, bien que souvent dans les secteurs non connus, non officiels, mais je pense que la femme contribue efficacement à l'économie congolaise. Comme vient de le dire Sylvie Kambaza, la place de la femme dans le système économique congolais n'est plus à démontrer. Elle épaule le mari qui est le chef de la famille, elle prend soin des enfants. Déjà, l'entrepreneuriat de la femme débute dans le ménage, dans le foyer. Si on doit aussi parler, ces efforts qui ne sont pas chiffrés, qui n'ont pas un coût, mais c'est cette femme qui entreprend et elle représente 53% de la population congolaise. Sylvie, nous allons débuter à la genèse. Pour prétendre à un emploi, il faut passer par le banc de l'école, il faut se former. Peut-on dire que actuellement la femme, parce que vous êtes aussi universitaire, est-ce que la femme, lors de sa formation, elle s'outille suffisamment pour prétendre accès au monde de l'emploi au même titre que l'homme? Merci beaucoup, M. Seforier, pour cette question. Souvent, lorsqu'on parle de la femme, on a tendance à être plus dur envers elle. On a tendance à exiger beaucoup plus d'elle parce que longtemps, on s'est dit que le monde professionnel, particulièrement le monde de la compétence, était un monde masculin. Mais je suis là aujourd'hui, j'ai un diplôme, j'ai une licence de faculté catholique en entrepreneuriat et gestion, aux côtés de mes autres collègues hommes. Par contre, l'évaluation qu'on donne à la femme est d'autant plus stricte. Moi, je me dis qu'actuellement, par rapport au système éducatrice, nous comptons aussi des femmes qui ont bien étudié, des femmes conscientes, de la même façon qu'il y a des hommes qui ont triché sur le banc de l'école, il y a des hommes qui ne méritent pas leur diplôme. Je pense aussi qu'aux côtés de ces hommes, il y a des femmes qui se sont battues et il y a bien sûr des femmes qui n'ont pas été à la hauteur de leur diplôme parce que le système n'a pas permis à ce qu'elles puissent être émancipées. Nous avons parlé de femmes harcelées au niveau des institutions académiques congolaises. Nous en avons parlé peut-être dans d'autres émissions que nous avons eues avec vous. C'est une des difficultés que l'homme, lui, ne rencontre pas lors de son cursus académique. Et je pense que sur le plan comparatif, une femme qui est détentrice de son diplôme et qui peut le faire valoir est une femme compétente. Et je pense que ces femmes-là existent, des femmes compétentes. Pour moi, la compétence va en pair avec le fait de porter des valeurs. Nous sommes maintenant à un niveau, nous allons vers les élections en République démocratique du Congo et en arrivant à un niveau où la femme ne doit pas seulement être intelligente, mais en plus de cela, elle doit être porteuse de valeurs morales.
Le Congo est au niveau où nous en sommes parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui y ont contribué négativement. Et actuellement, nous avons besoin de ces femmes intelligentes et porteuses aussi de valeurs morales. Oui, porteurs des valeurs morales, mais lorsque nous allons dans le processus de recrutement au sein de l'entreprise, par exemple, vous verrez, on parle de discrimination positive. Donc, pour un même poste, même si la femme n'avait pas assez de compétences par rapport à l'homme, c'est la femme qui a accès à ce poste-là. On appelle discrimination positive, qui est le système des Nations Unies, l'ONU, qui est les ONG de droits de l'homme, l'ONU, que les entreprises, même privées, sont obligées de suivre. À chaque fois, vous verrez au bas d'une fiche d'offre d'emploi, candidature féminine vivement ou fortement encouragée. Est-ce que nous ne pouvons pas dire que cette approche, c'est un peu essayer de combler ces gaps ou cet écart lors de la formation de la jeune femme dans son cursus ou parcours académique afin qu'elle puisse apprendre dans le tas, dans le monde du travail. Okay. Merci beaucoup, M. Symphorien. Mais pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir d'où vient cette discrimination positive. Vous avez dit tout à l'heure que 53% de la population congolaise est à majoritaire féminine. Mais allons au Parlement congolais. Quel est le pourcentage de représentation féminine au Parlement? On peut dire que ces personnes ont été élues. Allons au niveau de notre gouvernement. On compte combien de ministres femmes sur combien d'hommes? Allons au niveau des entreprises publiques. Combien de femmes sont mandataires aux côtés des hommes? Donc, lorsqu'on fait une analyse de notre situation sur le plan de travail, de notre situation congolaise, nous trouvons que les femmes occupent un grand pourcentage en termes de population, mais en termes de postes et des chances attribuées aux femmes, ce n'est pas le cas, cela ne s'ensuit pas. Lorsque les recruteurs congolais recrutent, je ne sais pas comment cela se passe pour qu'on ait beaucoup plus de ministres hommes, pour qu'on ait beaucoup plus de mandataires hommes, on ait beaucoup de bourgmestres hommes, et cela s'ensuit sur tout le plan. Alors, quand on parle de discrimination positive, pour avoir été aux ressources humaines aussi, j'ai une petite connaissance dans ce secteur, j'aimerais dire une chose. Souvent, les gens croient que lorsque la femme a moins de pourcentage au niveau de compétence et la compétitivité, on préfère abandonner l'homme qui a fortement brillé pour prendre cette femme qui vient après l'homme. En fait, lorsqu'on dit que les candidatures féminines sont fortement encouragées, tous ces systèmes des Nations Unies, ces organisations non gouvernementales ont compris une chose, que pour qu'une femme arrive à avoir l'accès à l'information, elle s'est démarquée déjà parce que le système ne la permet pas. Le système est fait à ce que la femme reste au niveau le plus bas. Donc, dès qu'elle a eu accès à l'information, elle s'est battue. Et dès qu'elle vient présenter sa candidature, elle s'est aussi battue. Parce que peut-être que les difficultés qu'elle a rencontrées, l'homme n'a pas rencontré ces difficultés-là. Et quand on dit que les candidatures féminines sont fortement encouragées, c'est-à-dire une chose, à compétence égale, on prend la femme. Ce n'est pas que la femme qui a eu moins de pourcentage ou qui a été moins compétitive, c'est celle-là qu'on va prendre dans l'entreprise. C'est pour simplement dire que lorsque je suis recruteur, une femme a eu 80%, un homme aussi a eu 80%. Compte tenu du parcours de la femme, je préfère prendre la femme pour encourager celle que la société dans laquelle nous sommes n'a pas été encouragée. Donc voilà les raisons pour lesquelles moi je suis partante par rapport à ces points de vue, tout en disant à cette femme-là de se former. Il est temps que la femme soit compétitive pour ne pas seulement courir vers les miettes et les quotas attribués à la femme, mais pour qu'on dise on avait besoin de quelqu'un de compétent et c'est sur une femme que nous sommes tombés. Qu'on n'engage plus une femme parce que tout simplement elle est femme, mais qu'on l'engage parce qu'elle a une valeur ajoutée à apporter à l'entreprise. Voilà, très chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, nous recevons ce soir pour vous une entrepreneure et professionnelle et surtout elle est éducatrice civique
à savoir Sylvie Kambaza. Vous nous suivez de partout, vous êtes femme, vous êtes à Lomé, vous êtes à Dakar, vous êtes au Congo-Brazzaville, vous êtes à Kinshasa, vous êtes au Zimbabwe. Ici, présentement, ce soir, c'est le magazine Data Market, là où nous parlons de l'entrepreneuriat féminin. Car l'entrepreneuriat féminin en Afrique, c'est presque le même problème. La compétitivité, l'accès de la femme au monde de l'emploi, la formation, la qualification. Sylvie, oui, ça faut. Nous avons remarqué que la femme est née entrepreneur. Vous prenez un enfant, dans un petit garçon ou une petite fille, vous verrez que le mécanisme de la petite fille est tourné vers l'entrepreneuriat, l'organisation, et cela se voit même dans le ménage. Quand papa n'a pas de moyens, c'est la femme qui veut vendre des beignets, qui veut vendre des arachides, vendre de la braise, pour avoir cette entrée des ressources financières qui permettrait de faire vivre le ménage. Mais ma question est celle-ci, en tant que femme, en tant qu'éducatrice civique et entrepreneur que vous êtes, et vous évoluez aussi dans un monde professionnel, comment encadrer cette femme pour qu'elle puisse mieux canaliser, le métier d'entrepreneur qu'elle est en train de faire, et puis 2, améliorer la rentrée des ressources financières. Okay. Merci beaucoup, M. Symphorien, pour cette question. Vous l'avez dit tout à l'heure que la femme est naturellement entreprenante. Je pense que son sens maternel même, elle a un don que l'homme n'a pas, c'est la maternité. Donc la femme, elle donne vie. Elle apporte quelque chose qui n'existait pas. Cela va déjà de sa nature intrinsèque en tant que femme. Donc toutes les femmes ont quelque chose à apporter, ont quelque chose de neuf à donner à la société. En fait, en parlant du mot entrepreneuriat, souvent ces mots-là est pris comme cela. J'allais dire que cette femme qui cherche à pallier, à apporter quelque chose à la maison, en faisant une activité commerciale, elle fait de l'activité génératrice des revenus et non de l'entrepreneuriat. Peut-être sur le sens vulgaire, on va se dire elle est entrepreneur, mais en réalité, elle fait de l'activité génératrice de revenus. Elle épaule sa famille, elle scolarise ses enfants. Par contre, une femme entrepreneur, c'est celle qui s'est dit, je quitte les niveaux de femme qui fait de l'activité génératrice de revenus et j'apporte une solution à ma société. Donc déjà, une femme entreprenante, c'est celle qui apporte une solution à la société, c'est celle qui répond aux besoins de la société, de son environnement. Alors que la femme en général, elle fait de l'activité, celle qui est à la maison, qui vend des beignets, respect à elle fait de l'activité génératrice de revenus. Vous avez parlé de ressources. Où trouver ces ressources-là? Comment devenir une femme entrepreneur? Par quel mécanisme commencer? En fait, notre système éducatrice nous a formés à produire sur le marché des demandeurs d'emploi que des entrepreneurs. Et les jeunes aujourd'hui se sont conformés au système d'être demandeurs d'emploi, au système de stabilité. Bien qu'il y ait ses dons, bien qu'il étant entrepreneur, au lieu de prendre des risques pour se jeter dans l'entrepreneuriat. En fait, le premier problème, c'est un problème d'éducation. Si les parents encourageaient les enfants à prendre des risques, parce que déjà, lorsque nous naissons, vous l'avez dit que les femmes ont déjà cet aspect entrepreneurial. Si cette femme-là est encouragée dans sa nature féminine, la société a tellement décrit la femme. Toi, tu dois faire le droit. Toi, tu dois faire la communication. Je veux que ma fille soit médecin. Et la femme grandit en suivant déjà les pas qui ont été tracés pour elle. Par contre, si on dénichait ses dons créatrices, ses dons créateurs qui sont en elle, et qu'on développe ses dons, déjà les chances de se lancer dans l'entrepreneuriat vont venir. Là, c'est le premier point, c'est l'éducation entrepreneuriale à donner à nos enfants.
Le deuxième point, c'est les systèmes. J'aime beaucoup lire les biographies de tous ces millionnaires qui sont aujourd'hui ce qu'ils sont. Mais laisse-moi te dire, c'est faux. La plupart n'ont pas été n'ont pas hérédité de leurs parents autant de richesses. La plupart de fermiers, la plupart de concessionnaires que nous voyons n'ont pas hérité des richesses de parents comme nous croyons. Ce sont des personnes qui ont eu un rêve et des personnes qui ont payé pour le prix de ces rêves-là. Et c'est de ça dont nous manque notre société. C'est des personnes qui sachent prendre des risques et qui sautent sur les risques. Actuellement, la femme le fait déjà avec l'activité génératrice de revenus, mais l'information ne l'a pas, l'éducation ne l'a pas permise d'être une femme entreprenante. Et celle qui est entreprenante rencontre tellement de difficultés sur son chemin. Les taxes congolaises, n'en parlons même pas, les difficultés, l'accès à l'information et quelque part le fait qu'elle n'a pas été suffisamment outillée, elle n'a pas été suffisamment entourée parce que les systèmes, comme dit les systèmes d'encadrement chez nous, il n'y en a pas. Alors que sous d'autres aussi, dès que vous avez un crédit pour entreprendre, vous êtes automatiquement suivi. Et laissez-moi vous dire qu'aux États-Unis, lorsque quelqu'un gagne au loto, on le suit pendant 2 ou 3 ans dans la gestion de ses finances. Par contre, cette femme congolaise qui entreprend, elle prend les risques peut-être qu'avec de l'épargne qu'elle s'est faite, avec son salaire, avec un bien qu'elle a vendu. Et elle part comme ça, elle n'a pas pris le temps de se former. Ce que j'aimerais dire aux femmes, c'est de prendre beaucoup de temps dans la formation, dans l'étude, s'outiller et se faire entourer pour pouvoir rester et persister dans l'entrepreneuriat. Vous qui nous suivez, partout où vous êtes, vous pouvez poser vos questions en envoyant des SMS au plus 243 907 544 140, plus 243 907 544 140. Passons maintenant à la femme professionnelle, affirmée, elle est dans une entreprise. Généralement, comment voyez-vous l'évolution de la femme au sein des entreprises, que ce soit une entreprise privée ou publique? Généralement, lorsque la femme est engagée dans une entreprise, généralement, pour toutes les femmes avec lesquelles nous avons travaillé, les femmes que nous avons accompagnées, et par rapport aux témoignages que nous recevons lors de rencontres et de forums de femmes, souvent, il y a une question qu'on pose autour d'elle. Comment elle a fait pour en arriver là? Est-ce qu'elle connaît quelqu'un dans la boîte qui l'a permis à être ce qu'elle est? Est-ce qu'elle mérite sa fonction? Est-ce qu'elle en vaut la peine? Donc, généralement, cette femme-là rencontre des difficultés, des remises en question que l'homme ne rencontre pas. Dans une des femmes avec lesquelles je travaille il y a peut-être 3 ou 4 ans, m'a partagé un témoignage. Elle, c'est une femme formatrice dans un certain domaine. Elle a été employée par les services de formation, le département de formation comme formatrice manager. Et quand elle entrait dans une salle, la première des choses que tout le monde faisait, c'était évaluer son niveau. Donc les questions que les participants, les personnes qu'elle doit former, les questions qu'on lui posait, ce n'était pas pour qu'elle les forme. C'était pour voir si madame a une réponse, est-ce qu'elle est capable, est-ce qu'elle est compétente. Donc, premièrement, la femme qui est engagée, la femme qui évolue dans un secteur professionnel, c'est une femme tout le temps qui est obligée de faire preuve de mérite, d'être tout le temps forte et outillée. C'est une femme sur qui on tire généralement. C'est une femme qui doit avoir les cerveaux et les nerfs solides. Et généralement, elle évolue dans ces systèmes. Elle évolue tout le temps en mettant les gens qu'elle rencontre sur son chemin, en répondant aux critères, parce qu'elle n'a pas droit à l'erreur. Donc le parcours d'une femme professionnelle, c'est le parcours des combattants. Quand je vois une femme compétente, je me dis, pour qu'elle soit ce qu'elle est, pour que je le remarque sur son chemin, elle a eu à être remise en cause. Et encore pire, si elle est jeune, parce qu'on se posera la question, comment cette jeune personne a fait pour arriver là? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière elle qui fait toujours son travail? Moi, à un certain moment, il y a quelqu'un qui a raconté aux gens, mais non, mais comment Sylvie peut produire un tel travail? Est-ce que par hasard, c'est son papa qui le fait à sa place? Et là, je me suis dit, oulala, c'est mon papa qui est allé à l'université, c'est lui qui a étudié pour moi, c'est lui qui a été partout là où j'ai été, et on remet même mes compétences, parce qu'à côté, il devait y avoir quelqu'un qui devait me montrer ce que je dois. Oui, nous tous, nous avons eu des pères.
Nous tous, nous avons eu des mentors et des coachs. Mais pourquoi lorsque c'est Sylvie qui fait le travail et que c'est tellement bien fait, on doit se dire, non, elle ne peut pas être capable de produire un tel résultat. Donc, les processus, l'évolution d'une femme dans une entreprise, c'est un parcours de combattants. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit à la femme, en plus d'être intelligente et forte, en plus d'être compétente, elle doit aussi porter des valeurs. Parce qu'il suffit qu'elle ne soit pas porteuse de valeurs, ça sera une occasion pour qu'on dise voilà comment elle a eu cette fonction, quand bien même ce n'est pas le cas. Moi, je pense qu'une femme qui est compétente, c'est aussi une femme qui porte des valeurs. Et souvent, elle est remise en question, mais c'est aussi une femme forte qui se maintient. Et il y a aussi un point sur lequel souvent la femme tombe, c'est par rapport aux sentiments. Parce que déjà, on sait que non, la femme réfléchit, elle est émotionnelle, alors que l'homme est rationnel. Et quand on voit une femme rationnelle qui occupe une fonction rationnelle, souvent on touche sur son point émotionnel. Et lorsqu'elle n'a pas été préparée à vaincre ses niveaux émotionnels, c'est là où la femme tombe. Donc une femme, pour qu'elle soit compétente, pour qu'elle puisse bien évoluer, elle doit aussi maîtriser ses émotions. Elle doit travailler selon le rationalisme, bien sûr avec l'émotion, parce que la femme a une compassion que l'homme n'a pas. La femme sent les choses, la femme a une intuition que l'homme n'a pas, mais que ce ne soit pas de l'émotion qui la tire vers le bas, que ce soit de l'émotion qui l'amène vers le haut. Et il y a aussi un fait, souvent la femme n'est pas acceptée par la femme dans le milieu professionnel. Lorsqu'une femme arrive, je ne sais pas comment cela se fait, mais je pense que c'est aussi sur le plan de l'éducation. Lorsqu'une femme a été habituée à ce qu'on dise, la femme ne peut pas faire ceci ou ne peut pas faire cela. Lorsqu'elle arrive à le faire, cette petite voix qui lui disait la femme ne peut pas faire ceci, elle s'est dit je n'en suis pas concernée. Les autres femmes sont concernées par cette idée. Ce qui fait que généralement, vous allez trouver dans une entreprise, la personne qui combat aussi la femme, c'est cette femme-là qui a eu une mauvaise information qu'elle a utilisée contre une autre femme. Quand je vois une femme compétente, je me dis que celle-ci, derrière elle, il y a une histoire. Et si toutes les femmes aujourd'hui qui ont fait beaucoup de choses dans la vie pouvaient nous raconter leurs histoires, M. Symphorien, laissez-moi vous dire que presque toutes vont ressortir le fait que personne ne croyait en elles. Mais se sont peut-être attachées à un rêve, elles se sont attachées à un don, elles se sont attachées à un target qu'elles se sont imposées, peut-être qu'elles se sont attachées aussi à leur conviction spirituelle. Et je salue beaucoup ces femmes qui servent de modèle, qui ne se compromettent pas et qui ne cherchent pas à prouver quoi que ce soit, mais qu'on voit le résultat de leur travail sur le terrain. C'est de ces femmes dont le Congo a actuellement besoin. Nous avons besoin de ces femmes qui vont donner une référence. Parce que si vous voyez bien sur le plan professionnel, il n'y a pas beaucoup de références. Mais un grand homme qui me disait, Sylvie, lorsqu'il n'y a pas de référence, soyez cette référence pour les générations futures, actuelles et futures. Alors quand je vois une femme compétente, je la loue parce qu'elle est une référence que peut-être nos aînés n'ont pas eue, que peut-être nous n'avons pas eu, mais nous avons décidé d'emprunter ce chemin-là. Chapeau à ces femmes compétentes et porteuses de valeurs. Voilà Sylvie, je vous ai écouté. Aujourd'hui, dans des entreprises, par exemple, nous prenons les banques, nous prenons les entreprises de télécommunications, de téléphonie mobile. Nous trouvons à la mode des femmes team leaders, des femmes managers. Pourrions-nous dire que c'est une vague où on voudrait occidentaliser nos pays africains à accepter, par exemple, que la gestion, plus de gestion, soit confiée à la femme. Pouvons-nous dire cela? Merci beaucoup, M. Symphorien. Mais souvent, j'ai beaucoup ri lorsqu'on veut dire que la femme africaine, normalement, la place, c'est seulement la cuisine. Moi, personnellement, mon père a étudié. Ma grand-mère, c'était une vendeuse. Ma grand-mère a scolarisé mon père. Lorsque mon père est allé à l'internat, c'était ma grand-mère qui payait les minervales. Bien sûr que mon grand-père aussi a contribué à l'éducation de mon père. Mais mon père a beaucoup bénéficié de sa maman. Et cette grand-mère-là, c'était une femme chi. Une femme qui a vécu à Walungu. Une femme qui n'est pas allée à l'université, mais qui a produit aujourd'hui mon papa, qui a une licence, qui a été prof à l'université. Donc moi, j'aimerais dire que cette thèse de dire que la femme africaine, c'est une femme qui ne peut pas travailler,
Je ne sais pas qui nous a amené cette information, mais la personne qui est à l'origine de cette information voulait limiter la femme africaine. En fait, en réalité, la femme africaine, c'est celle-là qui va au champ. La femme africaine, c'est celle-là qui va puiser de l'eau. La femme africaine, c'est celle-là qui va vendre des petites choses pour nourrir ses enfants. La femme africaine n'a jamais été une femme paresseuse. Elle n'a jamais été une femme qui dort et qui ne contribue pas au développement de son pays. La femme africaine est réellement cette femme-là qui produit même. Elle contribue au développement de son village. Donc cette histoire de dire que nous voulons occidentaliser l'Afrique parce que maintenant nous avons des femmes très éveillées qui sont team leaders, qui sont managers, directeurs. En réalité, c'est la femme africaine qui revient. Donc, nous avions une identité que nous avions perdue à un certain moment parce que mal informée, et cette femme-là africaine est en train de se réveiller. Et même quand on parle de Proverbe 31, lorsqu'on décrit la femme, permettez-moi de le dire, je suis chrétienne, donc c'est une de foi qui m'accompagne. Donc, quand on parle du Proverbe 31, on parle de cette femme travailleuse, de cette femme-là qui prend soin de son ménage. Et de la même façon, comme je l'ai dit, ma grand-mère a pris soin de mon père, bien qu'elle n'ayant pas étudié, elle n'est pas allée à l'université, elle n'a pas été en contact avec l'Occident, donc elle n'a pas été en Europe, mais porteuse de valeurs africaines, elle a envoyé ses enfants à l'université, elle a construit chez nous, elle a pris soin de nous. Et lorsqu'elle est venue à Kinshasa, je lui ai posé la question, grand-mère, penses-tu que les femmes doivent aussi travailler? Elle me pose la question, mais Sylvie, où est-ce que tu as eu cette idée? Moi, j'étais vendeuse et j'ai scolarisé ton père. Et alors, quand les gens disent que la femme africaine ne travaille pas, moi, je ne la connais pas, cette femme. Dans nos villages, allez voir le résultat. Une fois même, lorsqu'on dit que la femme africaine ne dirige pas, il y a un proverbe que j'aime toujours dire, la nuit porte conseil. Un jour, j'ai demandé à mon père, mais non, mais je ne vois pas les femmes parler et tout quand il y a réunion de famille. Elle a dit, Sylvie, c'est parce que tu as mal compris les systèmes de fonctionnement. Lorsque les chefs du village, dans un village, en réunion, doivent prendre des décisions et qu'ils n'arrivent pas à trouver de solution, entre eux, ils se disent, allons dormir, la nuit porte conseil et le lendemain matin, nous allons nous réunir pour pouvoir apporter une solution. Et lorsqu'ils allaient, chaque chef du village, chaque notable rentrait chez lui, il demandait à son épouse, ah chérie, tu sais quoi, on a eu telle difficulté et tout, lorsqu'on était réunis avec les autres sages du village, on n'a pas pu trouver de solution. Et c'est cette dame-là qui disait, mais vous ne voyez pas, vous n'avez pas pris en compte tel aspect. Vous n'avez pas considéré les enfants du village. Vous n'avez pas considéré les puits. Sur le plan maraîcher, vous n'avez pas considéré tel système. Notre village produit tel produit, mais vous n'en avez pas parlé parce que les hommes n'allaient pas au champ. Et c'est comme ça, comme le lendemain matin, lorsque les notables du village vont se réunir, ils vont trouver une solution et ils diront la nuit porte conseil. En réalité, la nuit ne descend pas. Hein? La nuit ne descend pas pour venir parler à l'homme. C'est cette femme-là qui est à côté qui lui a dit comment le système va fonctionner. Et quand ces hommes vont commencer à diriger et les idées, le projet viennent de ces femmes, et d'où on aura l'adage, la nuit porte conseil, on croira que c'est la nuit qui vient nous conseiller, alors qu'en réalité, ce sont les personnes aux côtés de qui nous avons été, qu'on n'expose pas peut-être le jour, qui nous ont donné ces conseils-là et qui nous ont orientés. Et je pense que depuis la nuit de temps, c'est cette femme-là qui dirigeait. Et aujourd'hui, il est temps qu'elle prenne maintenant de l'avant. Elle ne sera pas aussi seulement la nuit. C'est la femme qui porte conseil, elle élabore deux projets. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons des femmes leaders. Elles sont femmes leaders parce qu'elles ont compris les rôles de la femme africaine. Elles ont compris la place d'une femme africaine. Si vous allez aux États-Unis, quand vous voyez une femme forte d'origine africaine assumer les fonctions, croyez-le, c'est une femme compétente. Vous nous suivez au Maniema, Goma, Bukavu. Je vais jusqu'à 45 km de Bukavu. Là, j'arrive à Walungu. Mes salutations. Nous viendrons manger du sambaza. Et là, je salue toutes les communautés, Rega, Chi, toute la grande famille. Nos salutations, vous êtes dans Data Market. Je viendrai manger le sambaza. Vous l'avez très bien dit, depuis la nuit de temps, dans l'entreprise, dans la société, c'est la femme qui donne conseil. Souvent, elle n'était pas mise en avant-plan, mais comme vous venez de le dire par rapport à l'adage « la nuit porte conseil », c'est la femme auquel on va puiser cette sagesse
on va puiser cette ressource pour trouver des solutions à la communauté. Mais les femmes entrepreneurs, les femmes chefs d'entreprise, team leaders, managers, pourquoi pourraient-elles pas se fédérer, créer des forums, plus de forums, aller dans des écoles, aller dans des universités pour sensibiliser cette femme, la préparer au monde du travail. Dire à la femme, tu vois dans le monde du travail, tu es attendu. Tu n'es pas attendu seulement comme secrétaire. Tu n'es pas attendu seulement comme caissière. Tu n'es pas attendu seulement comme étant dans le service d'accueil protocole. Pourquoi pas créer ces forums qui vont vers ces terroirs, les universités, les écoles, les humanités, où ces futures femmes doivent prétendre à avoir leur place de responsabilité dans l'entreprise. Okay. Merci beaucoup, M. Symphorien. Et en parlant de ça, je salue aussi le fait que vous m'ayez invité dans votre émission, parce qu'au travers de cette émission, c'est pour passer aussi au message aux femmes que c'est possible. Si moi, j'en suis arrivée là, donc c'est possible aussi pour cette femme-là qui nous suit de faire mieux que moi ou de faire mieux que toutes les femmes qui sont aux côtés d'elle. Actuellement, de plus en plus, si vous allez au niveau des universités, les femmes sont formées et informées. Avant, c'était une honte de parler de son parcours, de parler de ses échecs. Mais la femme congolaise a enlevé ces voiles-là. La femme congolaise aujourd'hui, j'aime beaucoup les femmes qui écrivent maintenant, des femmes qui rédigent des poèmes, des femmes qui font des témoignages de leur parcours. C'est pour montrer aux autres femmes que c'est possible. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive aux plus jeunes? Elles se disent, j'ai rencontré telle difficulté. Mais quand tout le monde parle, moi je suis, elle n'entend jamais le fait que j'ai essayé, j'ai échoué, mais j'ai continué d'essayer. Et actuellement, de plus en plus, les femmes, nous les faisons. Nous savons dire qu'à tel, moi j'ai toujours dit une chose. Quand je suis arrivée aux facultés catholiques, j'avais eu 47% aux examens éliminatoires. Mais j'ai fini à la même université avec 78%. J'ai une distinction de faculté catholique parce que je m'étais dit que c'était possible de faire beaucoup mieux. Là, on a échoué, on peut toujours réussir et se donner une seconde chance. Je pense que de plus en plus, il est temps. Moi, personnellement, quand je vois une femme qui a découvert quelque chose, une femme qui a produit, qui amène un nouveau produit sur le marché, je préfère acheter le produit de cette femme-là. Même si moi, je ne les consomme pas, je peux l'offrir à quelqu'un qui les consomme juste pour encourager l'entrepreneuriat de cette femme-là. Donc, c'est une façon de contribuer. J'invite toutes les femmes à consommer le produit femme lorsque ce sont des produits de bonne qualité et ainsi nous encourageons l'entrepreneuriat féminin. J'encourage les femmes à inviter des femmes qui ont peut-être comme vous qui ont des espaces au niveau de nos télévisions, sur YouTube, à inviter aussi des femmes. C'est une façon pour eux d'encourager les femmes entreprenantes. Donc, lorsque nous consommons femmes, nous investissons et nous contribuons au développement de cette femme-là. Et je suis très fière de ça. Je consomme le produit féminin et ainsi je contribue à l'entrepreneuriat féminin. Sylvie, c'est déjà la fin de notre entretien si riche. Pour toutes ces femmes qui vous ont suivi, même ces hommes partout en Afrique et dans le monde, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de votre passage dans Data Market? Donc, à tous ces hommes, nos partenaires que nous aimons beaucoup, que Dieu nous a donnés, à toutes ces femmes, peut-être que madame, on vous a dit que vous n'êtes pas compétente, peut-être que vous avez essayé, vous avez échoué, peut-être qu'à vos côtés, vous voyez des femmes qui savent parler français, qui sont fortes et compétentes et vous regardez à vos limites. Ce que je peux vous dire est d'essayer, essayer et réessayer encore jusqu'à ce que ça marche. Si vous êtes un homme, ce que je peux vous dire, encouragez votre fille, encouragez votre amie, encouragez votre maman à consommer, non seulement sur le plan de parole, mais aussi à consommer ce qu'elle produit et surtout à l'encourager, à la soutenir quand elle est à terre. Ce que j'aimerais aussi dire, M. Symphorien, lorsque vous avez une opportunité d'engager des gens, s'il vous plaît, encouragez aussi ces femmes qui postulent, parce que nous savons, derrière chaque femme, il y a une histoire. Derrière chaque femme, il y a peut-être une femme qui a été blessée. Il y a peut-être une femme qui a
qui a été humiliée. Il y a peut-être une femme en qui n'avait pas espoir. On ne croyait pas en elle. Derrière chaque femme, il y a une histoire de combat. Et nous devons soutenir ces femmes. Voilà ce qu'on peut retenir de moi ce soir. Merci Sylvie Kambaza pour votre participation à notre magazine. Merci beaucoup, M. Symphorien. Et je suis fière de votre émission. Nous avons reçu pour vous Sylvie Kambaza, entrepreneur et professionnelle et surtout éducatrice civique. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis partout dans le monde. Merci à mon équipe technique, merci à Golf Matadi, merci à Gigi Pouloulou, à Toms Bievanga, Gadi King Famela, merci à l'agence d'Anve qui nous accompagne, merci à la grande famille de Kin 24, merci à l'appui de l'honorable Kemanzao et merci à l'agence de communication Esnac Prod Premium. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.